Salut mes petits farfadets, nous poursuivons en odieuse description l'étude gratinée des albums Haredi avec aujourd'hui le deuxième album velu consacré à Miss Marvel, appelé Le Rayon Mortel. Ce bouquin a éveillé en moi une ardente ardeur nouvelle et juvénile qui fit vibrer mes artères durant sa lecture sommaire. Je vous invite donc à un voyage dans le temps via Planète Zombie, et plus exactement durant le troisième trimestre 1980 pour découvrir cet album d'un fort beau cabaret. Allez, on y va! C'est parti. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Ramdassi. Abdel Ramdassi. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. L'album Haredi s'ouvre sur une aventure tirée du Miss Marvel numéro 4 datant d'avril 1977. Vous n'étiez pas nés les filles. Écrit par Chris Magic Claremont, dessiné par Jim Mooney et ancré par Joe Signott, oui, le grand John Buscema avait quitté le navire de la série. Dommage. Ouais, dommage. Sur la première page, on voit Miss Marvel se faire défoncer le stick par derrière par le robot de la mort appelé The Doomsday, machine infernale créée par un humain, déjà apparu dans le Silver Surfer numéro 13 que nous autres français avons pu lire dans le Nova numéro 20 en septembre 1979. Doomsday, intelligemment appelé l'homme de l'apocalypse dans Nova, et le robot de la mort dans cet album Haredi. Il faut savoir que cet ennemi fait partie des adversaires du surfeur d'argent qu'il n'a pas réussi à vaincre. Oui, vous ne rêvez pas, le petit gars cosmique n'a pas réussi à vaincre une création humaine. Amusant, hein? Incroyable! Bon, comme je n'ai pas beaucoup développé l'intrigue des épisodes 2 et 3 dans ma dernière vidéo consacrée à Miss Marvel... commencez pas à gueuler, hein, je peux pas être parfait en tout, hein. Eh bien, je subodore qu'une remise en contexte de cette histoire est nécessaire. Tu m'étonnes. Dans le premier album Haredi consacré à Miss Marvel, regroupant les 3 premiers épisodes de la saga, on avait découvert que l'AIM avait tenté de faire revivre le Scorpion après la bataille contre Miss Marvel, où elle le met tellement marave qu'il va avoir du mal à cicatriser. L'AIM avait également embauché Kervin Korman pour vaincre Miss Marvel. Kervin s'est doté d'un casque semblable à la licorne et il se fait appeler par le nom très inspiré de Destructor. C'est nul comme nom, hein, vous ne trouvez pas? Non. Chose amusante, en 1976, le comic Fawn numéro 16 avait appelé Destructor sous le nom encore plus grotesque d'Invincible. On parlait dernièrement des personnages grotesques à la terminaison en oïd, et ben là Marvel fait fort aussi. C'est rigolo drôle. Dans les épisodes précédents, nous avions pu assister à un nouveau combat entre le Scorpion et Miss Marvel, où les auteurs ont eu envie de faire à fond dans le féminisme, en expliquant que le Scorpion n'était pas assez un homme pour battre Miss Marvel. Power Girl certes, mais la mise en cuisse, dont les pectoraux défient la gravité et sont susceptibles de façon subrogative de vous vidanger le dragon. Ça va devenir vulgaire, gros. Oui, bon bah la Miss féministe a été incapable de chatouiller la prostate du Destructor à la fin de l'épisode 2. Les auteurs ont même un peu forcé sur le féminisme lorsqu'ils nous montrent Jonah Jameson très macho au détour de quelques cases bien engagées qui pourraient faire rager les fragiles, plus communément appelés les woke ou les jeunesses twitteriennes, qui tomberaient sur ce récit. Bref, dans l'épisode 3, la base de la NASA est attaquée par Doomsday Man, ce qui nous permet donc d'embrayer avec cet épisode 4 de Miss Marvel. On y apprend que l'AIM a réussi à capturer et à réactiver le robot. Toujours pas consciente de sa double nature, Carol Danvers se transforme en Miss Marvel et combat Doomsday Man. Et ça serait possible que tu t'écartes du prompteur parce que je vois rien du tout. Pendant le combat où le robot est teigneux comme un tweetos qui s'acharne sur une polémique, Carol découvre soudainement la réalité de sa nature lorsqu'elle entre dans la grotte. Il n'y a pas de métaphore lubrique dans cette phrase. Carol se souvient de cet endroit profond et humide où elle a été retenue en otage lors du combat final de Captain Marvel contre Yon Rock. Cette dernière avait été spectatrice de ce combat et ça s'était passé dans le Captain Marvel numéro 18. C'est dans ce numéro qu'elle a absorbé le rayonnement qui a finalement fait d'elle Miss Marvel. Elle réalise alors qu'elle et Carol sont la même personne, réglant l'aspect schizophrène du personnage. Bref, dans cet épisode 4, Claremont met rapidement un terme à la double personnalité de Miss Marvel car il ne pouvait tout simplement pas le gérer. De même, il voulait que son costume change immédiatement car les éléments de conception du Captain Marvel ne fonctionnaient pas sur un corps féminin qui lui donnait l'air d'une lutteuse. Le saviez-vous? Selon une bande dessinée de Fred Hembeck dans un guide des acheteurs des bandes dessinées du début des années 80, Jim Mooney a crayonné Miss Marvel nue et le costume a été ajouté lorsque les pages ont été ancrées. Tu vois, faut sortir du carcan artistique imposé par les instances kirbiennes ou romitaziennes, tu vois, pour revenir à la quintessence de l'art à travers l'expression des formes simples, inhérentes au schéma basal de la corporité, tu vois. Et ça dans sa plus simple expression, tu vois. C'est-à-dire? Bah des femmes à poil, quoi.
Il aurait fait la même chose pour Supergirl dans les années 60. On se demande si le gars ne se paluchait pas le rigodon sur le lieu de travail. Quelle bof! Et en parlant de costumes justement, dans sa bataille avec Doomsday Man, Miss Marvel manque de se faire traire le boule quand le robot attrape son écharpe, montrant de toute évidence qu'une nécessité d'un changement de costume s'impose. Elle bat enfin Doomsday, beaucoup plus facilement que le Silver Surfer, soit dit en passant, grâce à son 7ème sens détectant un interrupteur d'arrêt. Oui, c'est con, mais le robot a un bouton off dans le dos. Eh, trop marrant, je lol! Le Destructor réapparaît, mais il finit par se suicider en jouant avec la technologie Kree dans la grotte. Puis l'album Haredi nous propose le Miss Marvel numéro 5 de mai 1977, écrit par Archie Goldwyn, Jim Shooter, Chris Claremont, et dessiné par Jim Mooney et ancré par Joe Simon. On ne va pas se le cacher, ce récit est un épisode de remplissage, un concentré de tristesse. Le propos est simple, on dirait du Tatiana Ventose. Miss Marvel reçoit une prémonition concernant une attaque contre un véhicule blindé et elle s'envole pour l'arrêter, mais elle finit par se battre avec la Vision qui protège le véhicule. Ce dernier est pourvu d'une terrible bombe censée tuer 20 millions de personnes. Y'a de quoi rappeler le paysagiste. Après un combat prolongé où Miss Marvel reste fidèle aux valeurs qu'elle incarne, gauche dans ta gueule, droite dans ta face, la louloute survitaminée est capable de retirer la bombe et d'empêcher la destruction. Tout était un complot de l'AIM réalisé par MODOK. La dernière case finit sur un cliffhanger préparant les prochains épisodes, et il faut bien admettre que, sorti des bastons, le scénario est pas terrible, sans intrigue, avec un méchant sans profondeur et un suspense sans option. Et pire que tout, ce récit arrive quand même à remplir son contrat de divertissement. Comme quoi, ça ne sert à rien de se faire chier à écrire un scénario super quand on peut réaliser cette bouse. Que tous les inopérants de chez Image continuent à ne rien faire. Un grand message d'espoir pour les gens qui n'ont pas d'idée. Juste un truc, là, je m'adresse à toi, là. Oui, toi, tu veux pas arrêter de te curer le nez pendant que je fais ma brillante démonstration ? C'est dégueulasse. J'en étais où? Ah oui, je voulais vous signaler qu'Haredi a mis ensuite un épisode de Torpedo, que moi j'ai toujours appelé la torpille dans Rome, mais bon, admettons, tiré du Marvel première numéro 39 de décembre 1977, écrit par le peu inspiré Marv Wolfman, dessiné par Bob Brown et ancré par Al Milgrom. Franchement, il n'y a pas de quoi se taper le coccyx dans les palétuviers. Bon, après je vais pas cracher dessus, c'est pas la politique de la maison, de cracher dans les plats. Allons vieux, même dans les grands restaurants, on crache dans les plats, alors dans Stony. Puis l'album nous propose un épisode vintage Giant Man et la guêpe face à la toupie humaine tiré du Tale to Astonish numéro 51 de janvier 1964, écrit par Stan Lee, dessiné par Jack Kirby et ancré par Dick Ayers. Les fans issus de milieux interlopes dédiés au consumérisme apprécieront par moi. Je vais m'abstenir de pérorer de façon oiseuse et sarcastique, mais tout de même, l'irritation me tarabuste. Pour faire simple, c'est aussi inutile que le tome 2 du journal d'Anne Frank. Alors que dire de cet album consacré à la belle en cuisse? Eh bien, c'est un moment qui se boit d'une lampée sans respirer et qui apporte au lecteur éclairé un succulent rayon de divertissement qui ravira tous les citoyens raisonnables, civiques et organisés. Irradiant de suffisance, Miss Marvel est toutefois un peu moins gonflée dans ses vapeurs de féminisme que dans le premier épisode où les auteurs l'avaient quand même hyper gonflé de l'ego, comme le sont les gens normaux atteints d'aérophagie. Un bon petit voyage dans les années 70-80 que vous pourrez déguster sans crainte légitime de lire du kitsch qui pourrait tenailler le lecteur allergique au vintage et dont les réticences disparaîtront très vite comme menu monnaie au soleil du fisc. Voilà, j'avais envie de partager avec vous cet instant comics, car il est vrai que je suis très proche du peuple, je fais des wads aux riches. Va te faire branler, Trotskar. N'achetez pas chinois, laisse pause blow, c'était Bob Zombie on the tube, à bientôt les gros. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Non, Abdel Razzafi. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Je teste des trucs, Non mais c'est pas la peine de toucher le truc là. Voilà, c'est ce que je disais. Elle l'a touché.